Gassendi, c'est un philosophe du XVIIe siècle, ce qui veut dire une chose très simple, il n'aime pas la littérature et encore moins les romans. Pourtant, chez cet homme de foi, pour qui la vérité relève du divin et non des hommes, la question du réalisme est centrale. Et je crois que, même si lui-même en serait certainement fort surpris, il aide beaucoup à penser l'histoire de cette notion, et en fait particulièrement en littérature, et aussi dans une perspective sociocritique. Alors ça peut sembler un peu anachronique, mais il me semble que la sociocritique a peut-être là un ancêtre qui s'ignore. En fait, Gassendi ne parle pas de réalisme, et comme la plupart de ses contemporains, assez peu de réel, peut-être parce que d'une certaine façon, c'est pas le réel qui fait problème. Quoi qu'en dise Descartes, je ne peux pas vraiment douter de l'existence du monde, parce que c'est contraire à mon expérience, et c'est aussi contraire à ce qu'enseignent les Écritures. C'est donc impossible d'un point de vue physique et théologique. Ce qui fait problème, c'est ce qu'on peut dire du monde et comment. Pour Gassendi, la question revient à celle-ci: que percevons-nous des phénomènes qui nous entourent, et que pouvons-nous en dire? La question, c'est donc plutôt celle du vrai. Est-ce que je le vois? Est-ce que je le comprends? Et est-ce que je peux le formuler? À vrai dire, nous dit Gassendi, non. La vérité m'échappe, et ce que je peux en dire, tout philosophe et physicien que je sois, c'est ce qu'il appelle une verisimilitudo, c'est-à-dire une semblance de vrai ou vraisemblable. À Dieu donc revient la vérité, et aux hommes la vraisemblance. Il faut dire que les savants, les physiciens et les astronomes de l'époque classique s'occupent de choses que jusque-là on ne voyait pas bien, ce qui change la donne du point de vue de l'imaginaire, de ce qu'on peut rappeler l'imaginaire scientifique. Galilée se désigne lui-même, comme l'indique son titre, le titre de son ouvrage, comme messager céleste. Il vient parler de l'invisible, ces étoiles minuscules à l'œil nu. Le télescope, le microscope mettent à portée de l'œil ce qui restait jusque-là mystérieusement imperceptible. Un discours savant donc qui porte sur des objets qui échappent à la vue, à l'intelligence et même, j'y reviendrai, à l'expérience. Ce discours peut difficilement se targuer d'être assurément vrai. Et c'est un fait avec lequel le XVIIe siècle et ce qu'on appelle alors la science nouvelle va beaucoup batailler. Ce discours, du moins, il peut être vraisemblable. Et Gassendi réfléchit donc aux conditions qui rendent un discours possible. Non pas pour qu'il soit reçu comme vrai, c'est-à-dire comme reflet direct ou saisie parfaite du réel en soi, mais comme vraisemblable. C'est-à-dire, en somme, à quel degré et sous quelles conditions la fiction, c'est-à-dire ce que je suis bien obligée d'imaginer puisque je n'y ai pas accès, et ce que je dois postuler puisque je ne peux pas le prouver, permet de produire un discours probable et admissible. Alors le réalisme, tel que nous invite à y réfléchir Gassendi, est par conséquent un problème de perception d'une part, c'est-à-dire qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je ne vois pas, de mise en récit, comment je vais le rapporter, et d'invention, ce que je peux ou ce que je suis obligée d'imaginer. À propos du savoir et de l'histoire du savoir, Foucault parlait de régime de vérité, c'est-à-dire de procédure historique circonstancielle de manifestation du vrai. Il me semble, et c'est ce que je vais essayer de montrer ici, qu'on peut en fait étendre cette réflexion. Il existe en effet des régimes de vérité, mais aussi des régimes d'autorité, c'est-à-dire des genres de discours qui à un moment donné sont perçus comme vraisemblables, et des régimes de fiction, c'est-à-dire des histoires qui à un moment donné peuvent être racontées. Et vous le voyez, ces trois genres de régimes correspondent aux trois conditions du réalisme chez Gassendi: perception, mise en récit, invention. Alors je commence par la question de la perception. La vérité, nous dit Gassendi, appartient, je cite, aux dieux et aux enfants des dieux, et il reprend en fait une affirmation de Platon qui a été reprise plus tard par Pyrrhon le sceptique. Pour Gassendi, c'est un fait anthropologique fondamental, c'est pour ça que je commence par là. C'est la partie technique, et ça va aller assez vite. En fait, l'idée, pour aller vite, c'est qu'on ne saisit pas l'essence des choses, on ne se prononce que sur les apparences. Alors il y a plusieurs raisons à cela: la finitude de notre raison, notre faillibilité, l'impermanence des phénomènes. Parmi les arguments avancés par Gassendi, celui qui m'intéresse est donc celui qui concerne la perception. Gassendi, c'est un sensualiste et un empiriste, donc l'idée c'est que notre connaissance vient directement et uniquement des sens. Mais les sens eux-mêmes nous donnent une image imparfaite du réel. Alors pour aller vite et en schématisant un peu, ça se passe comme suit. Lorsqu'on perçoit un objet, notre cerveau en garde des traces, et c'est cette image résiduelle qui fait que même quand l'objet n'est plus là, on peut l'imaginer encore ou on peut l'avoir encore en esprit. Ces traces, elles viennent de ce qu'il appelle, en reprenant Épicure, du simulacre matériel émis par l'objet, c'est-à-dire des espèces qui se dégagent à très grande vitesse de l'objet et qui gardent la structure de cet objet et qui viennent du coup frapper la perception. Mais, alors c'est là que c'est intéressant, contrairement à la théorie épicurienne, ce n'est pas le simulacre lui-même qui impressionne notre âme pour Gassendi, ce sont les atomes lumineux qui se détachent du simulacre. Autrement dit, il n'y a pas de ressemblance entre l'objet et sa représentation par l'imagination. L'image que nous avons d'un objet, ce n'est pas la chose même, mais c'est ce que Gassendi appelle son écorce,
c'est-à-dire une vérité de surface des choses. Et c'est à partir de ces images qui ne sont pas des reproductions du réel que notre raison forme des idées générales. Et d'une certaine façon, du coup, la question de l'imitation du réel est très vite évacuée et il faut en fait sortir d'une opposition entre discours et monde. Alors, cela dit, même si les sens ne disent rien de ce que sont les choses, il reste un accès privilégié, sinon unique au monde et aux hommes qui m'entourent. Il détermine la diversité irréductible de nos expériences. Alors, diversité puisqu'il y a, pour Gassendi, autant de perceptions qu'il y a de corps, de sentiments et de moments. C'est-à-dire que je ne vois pas ce que mon voisin perçoit puisqu'on n'a pas la même constitution physique, et je ne perçois pas non plus ce que je percevais hier. Et diversité irréductible parce que du coup, il n'y a aucun moyen de trancher de manière définitive parmi toutes ces expériences. Alors dans notre connaissance du monde et dans ce que nous pouvons en dire, il est par conséquent impossible de faire l'économie du singulier. Et c'est ce que Gassendi reproche à Aristote et aux aristotéliciens dans le premier texte en fait, qu'il a publié en 1624, qui est un texte qui s'attaque aux aristotéliciens. Je cite, vous, c'est-à-dire vous les aristotéliciens scolastiques, vous qui admettez l'existence de nature universelle et qui les déclarez réelles, reales, je vous ai mis que les textes en français, mais tout est en latin, que voyez-vous au monde qui ne soit une chose singulière? Dieu est le plus singulier des êtres et toutes ces créatures sont particulières. Cet ange, cet homme, ce soleil, cette pierre, enfin, rien ne peut se rencontrer qui ne soit cette chose particulière. En quel endroit du monde nous ferez-vous donc voir la résidence des universaux? Alors, c'est ce que Francis Gingras évoquait jeudi sur la querelle des universaux. En somme, pour Gassendi, les aristotéliciens passent à côté du réel. S'il est vrai que le réel, c'est bien ce que je perçois, tandis que les concepts, c'est ce que je formule, mais les concepts ne sont nulle part et ne peuvent être considérés comme des béquilles de la raison. Personne ne voit, nous dit Gassendi, une nature universelle. Et vous le voyez dans la citation, Gassendi postule un voir, un rencontrer qui implique un sujet singulier et qui relève d'une expérience singulière directe. Or, je vous l'ai mis aussi celle-là, j'avoue bien, poursuit-il, que la nature humaine est présente chez plusieurs êtres sans que personne y pense, mais j'ajoute que cette nature est multiple. Vous prétendiez conclure qu'elle était unique afin d'en faire un universel, mais moi je la dis multiple afin de maintenir les êtres particuliers. Alors vous voyez, la citation s'organise sur une opposition entre singulier et pluriel. Et la construction syntaxique, en fait, c'est exactement la même en latin. Parallèle et antithétique permet de renverser la position adverse. Là où les aristotéliciens dogmatiques concluent, achèvent avec des idées, Gassendi énonce et ouvre au pluriel du réel. Pourquoi maintenir des êtres particuliers? Parce que c'est cela que je vois et c'est ce que je vis et c'est donc de cela qu'il faut rendre compte. Car en parlant de nature humaine et de nature universelle, je ne dis rien de ce que je suis, traversé de sentiments contradictoires, changeants, vieillissants, mobiles, fugaces, etc. Aristote, comme en fait Descartes, manque le réel, littéralement, parce qu'il cherche l'universel là où il n'y a que du singulier. Singulier d'expérience, de perception, d'être, d'existence. C'est naturas reales dont parle Gassendi. Alors, position apparemment paradoxale qui conjoint l'obligation de mieux regarder les choses, il faut les expérimenter, sortir de chez soi, manipuler directement, l'impossibilité physique de voir, puisque de ce que je regarde, en fait, je ne vois pas grand-chose, et la vision d'un éclatement, puisque moi-même multiple et sans cesse changeant, je ne perçois que des singuliers. Mais c'est là, pour Gassendi, que réside précisément la possibilité du réalisme. Pas au sens où on va parler d'une philosophie réaliste, mais au sens où le philosophe ou le savant peut espérer dire quelque chose qui corresponde à la fois à notre expérience sensible et émotionnelle du monde, et qui rende compte autant que possible de ce qui est et de ce que nous croyons être. Alors vous le voyez, pour Gassendi, on a donc affaire à des réalismes, puisque le réel en soi nous échappe, puisqu'il y en a autant qu'il y a de locuteurs, et puisqu'il faut établir des conditions de vraisemblance qui sont elles-mêmes toujours sujettes à changement. Comme dans le roman comique, où, en fait, dans un réalisme plus tardif, l'argument est celui de la multiplicité et de la perception. Il faut faire voir ce qui reste caché. Dans le roman comique, à la même époque, on parle de faire voir les pauvres, les gueux, les notaires, les bourgeois, les petits gens, etc., comme on en parlait hier pour le roman comique. Et réaliste ou vraisemblable, un discours qui est capable d'absorber et de rendre compte d'un foisonnement complexe resté inaperçu, et sans nécessairement vouloir énoncer une vérité invariable et universelle. Si Gassendi croyait en l'existence d'une vérité, le monde des hommes est bien soumis, lui, à des régimes datables et transitoires de vérité. Alors, le problème qui se pose à ce moment-là, c'est celui des possibilités du discours. C'est-à-dire, quel discours de savoir est envisageable, quelle science, si nous ne pouvons percer les corps des choses et si ne nous est accessible que la poussière des événements et de ces instants qui ne viennent à nous que déformés. Alors, vous le savez, Aristote, dans la poétique, oppose la poésie à l'histoire, on en a déjà parlé.
Je cite, « Le rôle du poète est de dire non pas ce qui a réellement eu lieu, mais ce à quoi on peut s'attendre, ce qui peut se produire conformément à la vraisemblance ou à la nécessité. » Alors que l'historien, au contraire, se contente de dire, nous dit Aristote, ce qui a eu lieu, c'est-à-dire que lui est plongé dans le particulier. Et on a beaucoup étudié pour la période classique la fortune d'une telle définition qui justifie magnifiquement la fiction. Et pour Gassendi, la vraisemblance du discours, elle n'est pas dans l'écos ou la probabilité dont parle Aristote, et son modèle, c'est justement celui de l'historien. Car pour pouvoir prononcer un propos juste sur le monde, nous n'avons pas d'autre choix que de multiplier les points de vue. Autrement dit, prendre note de tout le singulier que nous voyons et de le comparer avec ce que d'autres ont noté ou ont vu. Alors, les tendances se dessinent, des règles se dégagent, susceptibles toujours de changer. L'exemple le plus frappant dans la pratique de Gassendi concerne l'observation céleste. Il passe des heures à noter ce qu'il voit et confectionne ainsi ce qu'il appelle son diaire, qui correspond en fait à un journal d'observation. Et à Schickard, qui est un astronome allemand, il envoie en 1630 plusieurs observations célestes qu'il présente ainsi. « Je devrais maintenant écrire l'histoire de mes observations, Historiam Observationum, pour que tu aies le cœur plus net sur la confiance qu'on doit, semble-t-il, leur accorder. » Et plus tard, en 1632, il résume ainsi l'histoire et la condition du progrès scientifique, je passe le début de la citation, mais qui termine sur « Les chercheurs en quête de vérité exigeront un jour l'histoire et la vérité des observations. » Autrement dit, la trace de tout ce qui a été observé. La vérité et la condition de recevabilité d'un discours savant se jugent sur le critère de l'historia, qui, pour Gassendi, signifie variété, accumulation, comparaison, ajustement, à partir d'une collecte d'observations et d'expériences. Et c'est une démarche qui concerne la physique, l'astronomie, autant que la médecine ou l'anatomie. Par exemple, lorsqu'il intervient dans le débat important à l'époque sur la circulation du sang, qui oppose notamment Flood, Harvey et d'autres, il envoie une lettre à Duprat, et on est à ce moment-là en 1644. Vous avez la citation en reprenant cela, donc c'est des observations qui ont été faites par Payen, qui est lui un médecin aixois. « Je suis bien loin d'affirmer que l'on trouve semblable passage dans tous les cœurs, puisque non seulement Freud, sans manquer de consulter Harvey, a écrit qu'on ne l'avait pas observé chez d'autres, etc. » Je passe. En fait, c'est pas le détail de technique qui m'intéresse là, mais ça continue. Mais le fameux Vaellus, qui est lui un médecin hollandais, a aussi écrit dans sa lettre qu'il n'avait pas trouvé de tel passage, etc. Ne fût-ce que pour cette raison, j'admettrai aussitôt que c'est un pur hasard si Payen les a trouvés, et je veux seulement avoir fait un récit pur et nul d'histoire. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est ce qu'a dit Payen, ce qu'a exposé Freud, en citant Harvey et selon les notes de Vaellus. Du point de vue stylistique, c'est bien la méthode historique aussi que privilégie Gassendi, concurrence des points de vue, des sources, des conclusions. Tel est le récit pur, ce qu'il appelle le récit pur et nu de l'histoire, à partir duquel juger de ce qui est le plus vraisemblable. Alors, j'ai pas le temps de le montrer ici, mais vous le voyez dans l'extrait. Historia, c'est synonyme de polyphonie, ce qui rend, il faut l'avouer, la lecture de Gassendi parfois très indigeste. La condition pour établir un point de vue vraisemblable sur le monde, c'est d'en connaître le plus possible d'expérience. La quête de la connaissance est une œuvre absolument et essentiellement collective. Condition aussi de liberté et d'autonomie intellectuelle du lecteur qui pourra, parmi tout ce qui lui est offert, choisir ce qui lui paraît du coup le plus adéquat. Alors, ce choix de Gassendi me semble intéressant, car s'il est vrai qu'il existe donc des régimes de vérité, variables selon les temporalités, les lieux, les interlocuteurs, il existe également des archétypes discursifs de vérité. Aujourd'hui, pour être reçu comme possiblement vrai, en tout cas légitime, et vous en savez tous quelque chose, il faut être scientifique. Autrement dit, ça implique des chiffres, des calculs et des tableaux Excel. Au XVIIe siècle, il faut faire de l'histoire. Charles Sorel, pour défendre le roman comique, dit ceci: les bons romans comiques et satiriques semblent toujours être des images de l'histoire que tout autre. Les actions communes de la vie étant leur objet, il est plus facile d'y rencontrer la vérité. La nouvelle historique, les mémoires, qui sont les grands succès de la deuxième moitié du XVIIe, se vantent de raconter ce que l'histoire ne dit pas. Le réalisme, pour être reçu comme tel, emprunte donc à l'histoire ses objets mais aussi ses méthodes, accumulation, intérêt pour le singulier, les événements invisibles à l'œil nu. Et à cette faveur-là, et comme l'avait bien remarqué Aristote, c'est le témoin singulier qui est important, celui qui était là, qui a vu et qui a expérimenté lui-même et qui peut alors raconter. Les réalismes de Gassendi, ce sont donc une anthropologie et une épistémologie de la singularité, ce sont aussi une énonciation et une réflexion par accumulation et comparaison. C'est encore l'autorité accordée à un certain type de discours, et ces éléments, évidemment, ne vont pas les uns sans les autres. La préférence pour l'histoire étant certainement liée à ce moment-là à la place nouvelle dévolue au regard singulier, à l'expérience inédite. Gassendi est un théoricien de ce moment dans l'histoire de la vérité, et il montre en même temps à quel point, pour comprendre ce qu'une période peut juger vraisemblable ou réaliste, il faut pouvoir saisir l'imbrication des discours et leurs relations conflictuelles. Et c'est là où Gassendi me semble très proche de la sociocritique. Alors, le dernier problème qui reste en suspens, et il est très important pour Gassendi, qui est un homme de l'observation, c'est que la science parle beaucoup de ce qu'elle ne voit pas.
Elle parle de ce qu'elle imagine, de ce qui pourrait être, de ce qui a des bonnes chances d'être. En somme, la science n'a pas le choix de faire de la fiction. Et comme historia, au discours qui se contente du vraisemblable mais qui doit être reçu comme plausible, elle doit aussi penser la part d'invention qui est la sienne. Car la vraisemblance n'est jamais qu'une semblance de vrai, et si le monde existe, je ne serai jamais sûre de le connaître. C'est ce que j'appellerais la fonction de voyant du savant. Les tâches dans le soleil, l'héliocentrisme, sont alors très difficiles à accepter parce qu'ils remettent en cause les écritures et l'acceptation du système ptoléméen. Galilée et ses partisans contrarient les théologiens, mais aussi évidemment des représentations qui sont installées depuis longtemps. Mais, il faut le reconnaître aussi, ni Galilée ni ses contemporains n'ont les moyens de prouver ce qu'ils avancent. La science nouvelle est un univers hypothétique. Plusieurs mondes ou un seul, univers infini ou clos, homogène divisé, existence du vide ou non, ce sont des théories plus ou moins vraisemblables, plus ou moins réalistes qui dialoguent. Parmi ces représentations, nous choisissons celles qui opposent le moins de résistance avec ce que, par ailleurs, nous pensons connaître. C'est ce qu'affirme Galilée dans une très belle lettre de 1632. Ainsi, es-tu d'une très grande constance avec toi-même, homme au très grand amour pour la vérité, quel que soit ton raisonnement, tu prends toujours la nature comme guide, et tu déduis tes principes du riche vivier de tes propres observations. Tu te hausses là où jusqu'à ce jour aucun mortel ne s'est élevé, heureux hommes qui peuvent te suivre, même de loin. Ce qui est incroyable, c'est qu'alors que la sagacité humaine ne peut avancer plus loin, ton esprit a autant de candeur que tu reconnais toujours de bonne foi l'infirmité de notre nature. Quel que soit le très haut degré de vraisemblance de tes conjectures, pour toi, elles ne sont cependant jamais plus que des hypothèses. Et il n'est pas vrai que tu jettes de la poudre aux yeux ou que tu acceptes qu'on en jette, comme le font d'habitude les philosophes du commun. L'art de l'astronome et du physicien est donc un art naturel, c'est-à-dire qui est guidé dans la nature, mais dans un sens complètement différent de celui que propose Aristote. Pour cela, il faut connaître la nature, en faire l'histoire, c'est-à-dire en collecter un riche vivier, c'est-à-dire, vous connaissez l'idée de la multiplicité. Pour ça, il faut... Gassendi admire donc Galilée pour ne pas avoir prétendu dire la vérité, parole interdite à l'homme. De façon fort habile, le philosophe, Gassendi file en fait la métaphore de Galilée lui-même qui se présentait comme le messager céleste, le messager des étoiles, c'est-à-dire celui qui s'est envolé, qui a quitté la terre des hommes et puis est revenu leur dire ce qu'il avait découvert parmi les étoiles. Galilée, héroïque voyageur, élevé plus haut qu'aucun mortel. Et c'est précisément en acceptant l'infirmité de notre nature, en ne posant que des hypothèses qu'il peut atteindre à un haut degré, c'est-à-dire que c'est les restrictifs qui vont permettre les superlatifs. C'est par la restriction qu'il déploie, par le retour à la Terre qu'il ouvre des espaces infinis. C'est en suivant la nature qu'il avance. Enfin, c'est en acceptant sa faillibilité et sa débilité que Galilée devient un homme extraordinaire, hors du commun. La construction oxymorique, la tension et l'inversion, que créent les images et les constructions paradoxales mettent en scène ce que peut être le réalisme selon Gassendi. Plus on regarde la nature, plus l'espace des possibles et de l'imagination s'étend, et plus cet espace hypothétique s'ouvre, plus il faut revenir à tout ce qui est tout à fait ordinaire et commun. La répétition, le changement d'humeur, la transition, la faiblesse, la curiosité du savant. Voici alors ce qu'il dit encore à Galilée dans une lettre qui précède. En premier lieu, mon cher Galilée, je voudrais que tu te persuades de ce que j'accueille tes sentiments coperniciens en astronomie avec une si grande joie au cœur que je crois être honnêtement dans mon droit, lorsque mon esprit détaché et libre parcourt les espaces immenses, maintenant que les remparts et les systèmes du monde, selon la conception du vulgaire, ont été rompus. Seulement, il m'avait été possible de profiter de ton système du monde récemment institué, comme j'aurais été alors et comme j'aurais avancé dans les opinions que j'ai conçues à propos du monde. Donc, comme le montre très bien Gassendi, Galilée autorise de nouvelles fictions et de nouveaux récits savants. Du point de vue de la mise en scène de soi ou de l'éthos scientifique, l'astronome, chercheur devient un héros voyageur, découvreur de nouveaux territoires inconnus, sans frontières discernables, au même titre, à la même époque que les découvreurs du Nouveau Monde. Bacon, Descartes adoreront ce récit, et Pascal aussi d'une certaine manière. L'esprit détaché et libre parcourt l'immensité du macrocosme, mais aussi évidemment du microcosme, car le monde du minuscule prend alors des dimensions toutes neuves. À propos du ciron, par exemple, qui est, je cite, ce petit animal qui passe pour être un tout petit point, Gassendi souligne, par exemple, que l'invention de l'angiscope, qui est en fait le microscope, a tout changé. De ce que nous pouvons désormais voir du ciron par le microscope, il faut, nous dit Gassendi, déduire, sans qu'en fait on en soit sûr, mais qu'il y ait un estomac, des intestins, un foie, un cœur, un cerveau, etc. Tout ce qu'il faut faire pour faire un organisme vivant. Il continue, mais imagine enfin combien de particules et de petites particules il faut pour composer chacune de ces parties. Alors, je pense, tu admireras comme doit être utile et attentive aux plus fins détails la main de la nature. Donc
Donc là aussi, le savant est un poète de l'invisible, l'invention, c'est-à-dire toutes les parcours qu'il faut bien imaginer, ou ces espaces ouverts par Copernic qu'on ne voit pas, s'ancrent dans un moment très particulier de l'histoire des sciences, ouverture à l'infiniment grand et à l'infiniment petit, ce moment où technique et imagination savante nous révèlent notre cécité. Alors pour terminer, au médecin belge Weyens, qui s'interroge sur l'origine de l'âme humaine, Gassendi affirme « Le plus que puisse nous donner notre imbécile nature, c'est de nous connaître bien. C'est le propre d'un travail héroïque que de se retirer de là où les erreurs s'accumulent et d'avancer jusqu'à l'endroit où brille la rare vraisemblance. » Le vœu d'introspection auquel invite Gassendi est un souhait d'humilité, revenir à soi, se connaître. C'est en fait découvrir qu'on ne se connaît pas, que nous sommes en partie aveugles et en même temps fort désireux de tout apprendre. L'héroïsme est dans la surface de la vraisemblance, dans la reconnaissance d'une réalité qui nous échappe, mais que nous pouvons tout de même raconter, imaginer, inventer, tout en restant au plus près de ce que l'existence nous enseigne. Contrairement à ce qu'imaginait Platon, nous ne sortons pas de la caverne. La lumière qui brille est bien celle de l'apparence. Gassendi, je l'ai dit, n'aimait pas les métaphores et les fictions. Mais Platon non plus, mais ça ne l'empêchait pas d'avoir comme personnage principal un certain Socrate qui, quand les choses se compliquent, aime bien raconter des histoires. Et en fait, Gassendi fait la même chose. Lumière du savoir, héroïsme du savant, chemin de la connaissance, élévation de l'astronome, rempart qui s'effondre, astronome, historien, autant de métaphores et de récits qui racontent, à un moment particulier, l'histoire du discours savant. Il y a des réalismes car des sujets qui perçoivent, mais dans la manière d'imaginer l'invisible ou de revendiquer la possibilité de parler de l'invisible, il y a des récits communs et propres à une période, ici celle notamment, entre autres, des grandes découvertes. Pour qu'il y ait réalisme, donc, il faut qu'il y ait accord des locuteurs sur des régimes de vérité, mais aussi sur des régimes de fiction. Je vous remercie.